Le dossier numéro 2, donc un dossier sur les cancers digestifs. Donc cette fois-ci, c'est un homme qui vous consulte. Si on analyse l'énoncé, donc on vous dit qu'il a 45 ans et son motif de consultation, c'est des rectoragies. Donc c'est un patient qui est fumeur, donc un facteur de risque potentiel, qui a déjà consulté dans ses antécédents pour des hémorroïdes, il y a quelques années. Il n'a pas d'autres antécédents. On apprend qu'il est marié et qu'il a 2 enfants, donc ça c'est une information à souligner parce que dès lors qu'il y a des enfants dans une pathologie cancéreuse, il faudra se demander si c'est un facteur s'il y a un risque génétique pour eux et s'il faut leur proposer une prise en charge. On vous informe ensuite qu'au niveau familial, son père est décédé à 50 ans d'un cancer du côlon, on vous met sur la voie, et qu'il a aussi une de ses sœurs qui est atteinte en ce moment d'un cancer de l'endomètre. Donc là, on remarque qu'il y a une agrégation familiale, on pense quand même aux facteurs de risque génétiques. À l'interrogatoire, on retrouve comme symptômes des troubles du transit, avec alternance diarrhée-constipation, une perte de poids, 8 kg en 6 mois, chez un monsieur qui dit lui-même qu'il était en surpoids. Sur ses paramètres hémodynamiques, il n'y a pas grand-chose de particulier, il est peut-être un peu tachycarde à 100 battements par minute. Et on vous dit qu'il fait 62 kg, donc là ça vous permet de chiffrer la perte de poids. Il a perdu 8 kg, il fait actuellement 62 kg, il faisait donc 70 kg au départ. Perdre 8 kg sur 70 en 6 mois, c'est quand même avoir perdu plus de 10% du poids du corps, donc c'est déjà un argument pour une dénutrition. Et c'est un signe d'appel assez fort si ça survient bien sûr en l'absence d'une volonté de perte de poids. Question 1. Votre externe pense qu'il s'agit d'une récidive de sa pathologie hémorroïdaire. Il propose de lui prescrire un traitement local et de le renvoyer à domicile. Êtes-vous d'accord? Justifié. Donc là, bien sûr, non. On n'est pas d'accord avec ce diagnostic. Des rectoragies chez un homme qui a, on a dit, 45 ans, donc qui a déjà un petit peu d'âge, qui a des facteurs qui nous ont alertés à la lecture de l'énoncé. On ne peut pas opter pour la facilité, mettre ça sur le compte de ses hémorroïdes et ne pas faire plus d'investigation. Ici, on a un faisceau d'arguments qui nous permettent de soupçonner une autre pathologie qu'on se doit de rechercher pour pouvoir soit la confirmer, soit l'éliminer. Donc on cite nos arguments. Pourquoi? D'abord, toute rectoragie chez un homme de plus de 40 ans est suspecte et mérite de bénéficier d'un bilan. Ensuite, ici, on a en plus des signes associés qui sont suspects et qu'on ne peut pas attribuer aux hémorroïdes. Les hémorroïdes n'expliquent pas les troubles du transit, ni les douleurs abdominales, ni la perte de poids, dont j'ai insisté pour vous dire qu'elle était quand même franchement significative. Et enfin, parce qu'on l'a dit, ce patient il a également des facteurs familiaux qui sont des facteurs de risque, avec l'antécédent familial chez son papa. On verra ensuite que l'antécédent chez sa sœur n'est pas anodin non plus. Et puis au niveau environnemental, il fume, ce qui est aussi un facteur de risque de cancer colorectal, et il est en surpoids, ce qui est également un facteur de risque. Donc tous ces éléments rendent une pathologie cancéreuse possible, il faut la rechercher et ne pas conclure aux hémorroïdes. La question 2, donc, puisque vous avez en tête cette éventuelle pathologie, qu'est-ce que vous allez rechercher à l'examen clinique? Donc là, examen clinique, donc premier temps interrogatoire, deuxième temps examen physique. Il ne faut pas se contenter simplement de l'examen physique. Donc premier temps, l'interrogatoire. Vous allez d'abord faire préciser les signes généraux. Vous savez qu'il a perdu du poids. Est-ce qu'il y a aussi des signes associés, asthénie ou anorexie? Pour ça, pour essayer d'évaluer l'état général d'une façon un petit peu standardisée et chiffrée, il y a des scores qui existent. C'est le Performance Status de l'OMS, qui correspond aussi, l'alternative c'est d'utiliser l'index de Karnofsky. Ça vous permet d'évaluer l'état général. Autre chose que vous pouvez rechercher à l'interrogatoire, c'est des signes associés qui seraient également en faveur d'un cancer colorectal. Donc en particulier, vous allez pouvoir rechercher des douleurs abdominales. Et l'autre signe qu'on aime bien rechercher aussi, c'est tout ce qui correspond aux hémorragies digestives, que ce soit rectoragie ou méléna. On pourra citer également un syndrome de Koenig ou un syndrome rectal. Donc, mais surtout, pensez à rechercher la présence de sang dans les selles
et l'existence de douleurs. Le deuxième temps de votre consultation, ça va être un examen physique. Donc on peut commencer par examiner l'abdomen. Les signes d'inspection, les signes un peu généraux, est-ce que l'abdomen est distendu, météorisé? Puis ce qui nous intéresse plus, la palpation, qui peut rechercher directement la masse tumorale, mais il faut déjà qu'elle soit assez évoluée pour être palpable. Mais qui est un examen qui permet aussi de rechercher les signes d'extension associés. En particulier, on peut rechercher une hépatomégalie d'origine métastatique, la présence de nodules de carcinose qu'on peut palper au niveau de la paroi, ou l'existence d'acide, donc cette fois-ci plutôt à la percussion. L'élément particulièrement important qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que vous allez compléter votre examen avec des touchés pelviens, et en particulier un toucher rectal qui a pour but d'une part de rechercher à la palpation une tumeur de localisation rectale, d'autre part de rechercher un argument fort qui sera la présence de sang dans les selles et donc sur le doigtier. Ensuite, vous complétez votre examen physique avec les signes plus généraux, les signes d'extension, les complications. Est-ce que on retrouve un syndrome anémique? Est-ce que le patient est pâle, par exemple? Au contraire, est-ce qu'il est ictérique, s'il a une atteinte hépatique associée? Je vous rappelle que dans le syndrome anémique, vous pourrez rechercher la pâleur, mais aussi la tachycardie, l'existence d'un souffle fonctionnel ou à l'interrogatoire, une dyspnée. Vous pouvez aussi rechercher la fièvre, qui est un signe général qu'on peut retrouver du fait de l'inflammation liée au cancer. Donc, examen plus à distance, vous examinez toujours les aires ganglionnaires, en particulier au niveau susclaviculaire, vous allez rechercher un troisier. Et puis les signes d'extension métastatique, donc on a déjà cité le foie, vous allez aussi faire un examen neurologique et rechercher des douleurs osseuses. Toujours votre organisation, examen local pour préciser les caractéristiques de la tumeur, examen régional, les ganglions, examen à distance, les signes de métastase. Donc là, on vous donne les symptômes que vous avez retrouvés à l'examen. Vous avez une altération de l'état général, des douleurs abdominales en fosse iliaque gauche, un syndrome anémique et du sang OTR. Vous suspectez donc un cancer colorectal. Quel examen est nécessaire pour confirmer le diagnostic? Détailler son déroulement, les informations à donner et les précautions à prendre. Donc là, visiblement, la question appelle une réponse détaillée. La première partie de la question, c'était quel examen est nécessaire pour confirmer le diagnostic. On l'a dit dans le précédent dossier. En général, l'examen qui permet de poser de façon sûre le diagnostic, c'est l'examen qui permet de réaliser des prélèvements pour parvenir à un diagnostic anatomopathologique. Dans cette pathologie, c'est la réalisation d'une coloscopie. Là, vous détaillez pour avoir une réponse bien complète. La coloscopie, pour être un examen fiable, elle devra être totale. Elle devra permettre la réalisation de biopsies multiples au niveau de toute zone suspecte. Et ces biopsies elles devront être envoyées en examen anatomopathologique pour avoir la certitude diagnostique. Les informations et les précautions à prendre en lien avec cet examen. L'information, de façon systématique, vous citerez qu'il s'agit d'une information claire, loyale, appropriée, que vous faites à votre patient dans l'objectif d'obtenir son consentement éclairé à l'examen. L'information, elle porte bien sûr sur le déroulement de l'examen. En général, c'est ce qui intéresse en premier le patient. Elle doit aussi porter sur le but de l'examen, pourquoi on réalise l'examen et quelles seront les conséquences ensuite sur la prise en charge en fonction du résultat de l'examen. Puis bien sûr, il faut toujours informer le patient sur les risques, les complications possibles. 2 complications à retenir ici, liées aux modalités de l'examen, la perforation et l'hémorragie digestive. Les précautions à prendre. Il faut se rappeler que la coloscopie, c'est un examen qui se déroule sous anesthésie générale, donc il faudra prendre soin de réaliser une consultation d'anesthésie. Il faudra avoir fait un bilan de coagulation, éventuellement arrêter un traitement anticoagulant. Il faudra aussi avoir réalisé la préparation digestive, indispensable pour pouvoir réaliser un examen de qualité. La préparation digestive, elle repose sur une alimentation avec un régime sans résidus les jours précédant l'examen et puis une préparation finale au polyéthylène glycol. Enfin, les modalités de l'examen, le déroulement. Il s'agit d'introduire un fibroscope souple par l'anus. Ça nécessite d'insuffler de l'air pour pouvoir déplisser la muqueuse et bien inspecter tous les replis. Ce qui nous ramène à un des risques de complications qui est la perforation en insufflant l'air.
Il faut examiner minutieusement toute la muqueuse pour rechercher une localisation tumorale qui peut être petite, et ce jusqu'à la valvule de Bohin. C'est pour ça qu'on parle d'une coloscopie totale. On fait des biopsies de toute lésion, de toute zone suspecte, et une exérèse de tout polype, ce qui nous amène au deuxième type de complications, les complications hémorragiques. Quelles sont les indications du coloscanner? Alors, le coloscanner, c'est un examen qu'on peut proposer aussi dans la prise en charge. C'est un examen en fait qui correspond plus ou moins à une coloscopie virtuelle, c'est-à-dire qu'on remplit le côlon avec de l'eau pour dépisser aussi la muqueuse, de l'eau et du produit de contraste, et on fait un scanner qui permet d'examiner assez en détail l'ensemble de la muqueuse colique. Puis on va rechercher une anomalie, un épaississement de la paroi qui va se manifester en fait par un rétrécissement de la lumière, puisque c'est ça qui est rehaussé avec les produits. Donc l'intérêt, c'est que ça permet aussi de faire le bilan de tout le côlon et dans le même temps de faire le bilan des autres organes pour le bilan d'extension. L'inconvénient, c'est que ça ne permet pas de réaliser de biopsie et l'indication, au final, c'est que c'est réalisé quand on ne peut pas réaliser une coloscopie. L'examen de choix et l'examen qu'il faut que vous citiez, c'est la coloscopie pour obtenir le diagnostic anatomopathologique. Quand ce n'est pas possible, une alternative, c'est le coloscanner. La question suivante, la question 4. L'examen a confirmé l'existence d'un cancer colique du sigmoïde. Quels examens complémentaires prévoyez-vous? Et on vous donne des indices, bilan d'extension et bilan préthérapeutique. Donc, on vous met sur la voie. Quand on vous demande des examens complémentaires de façon un peu générale comme ça, il faut toujours penser qu'il vous faut effectivement le bilan d'extension pour savoir à quel stade de la pathologie vous êtes rendu, puis qu'il faut anticiper sur le stade suivant qui est le stade du traitement et vous demander quels organes vous allez avoir besoin de vérifier pour être sûr que votre malade puisse supporter le traitement. D'autant plus que c'est des malades souvent dans un état général altéré, éventuellement du fait de facteurs de risque comme le tabac dans certaines pathologies, qui peuvent avoir des comorbidités. Donc ici, vous pouvez commencer par proposer un bilan biologique. Dans le bilan biologique, vous pourrez faire une NUM. Ça va permettre de rechercher en particulier une anémie liée au saignement digestif. Vous allez pouvoir faire un ionogramme et vérifier la fonction rénale parce que ça peut être important, en particulier avant vos examens d'imagerie, et que ce sera important en cas de chimiothérapie. Vous allez faire un bilan hépatique, qui est lui plutôt à visée diagnostique, puisque ça peut être une localisation métastatique. Puis vous ferez un bilan de coag, en particulier si on est avant la coloscopie, pour avoir la certitude de pouvoir faire les biopsies. Le deuxième temps, et c'est un élément pareil auquel il faut toujours que vous pensiez, c'est est-ce qu'il existe un marqueur qui peut être dosé et qui peut vous aider. En général, j'insiste bien sur le fait que le marqueur, il n'a pas un rôle diagnostique, mais il va être important pour votre suivi et juger de l'efficacité de votre traitement. Éventuellement, ensuite, essayer de prédire une récidive au cours du suivi. Donc ici, le marqueur qui va être dosé, c'est l'ACE. Le troisième temps, ça va être le bilan d'extension, le bilan d'imagerie. Ici, vous allez faire un scanner thoraco-abdominaux-pelvien, sans et avec injection de produits de contraste, d'où l'intérêt d'avoir vérifié la créate avant, qui permettra de faire le point sur les localisations à distance, les localisations ganglionnaires, mais aussi hépatiques, pulmonaires et osseuses. Une alternative qui a déjà été cotée dans les dossiers, c'était de proposer l'association écho-abdo-radio de thorax, mais quand même avec la meilleure disponibilité du scanner aujourd'hui, l'examen de référence dans le bilan d'extension, c'est plutôt le scanner TAP. C'est à mon avis ça qui sera coté plutôt les années à venir. C'est ce qui me paraît le plus important de retenir ici. Puis le quatrième point, comme je vous ai dit, c'est de ne pas oublier le bilan préthérapeutique. Ici, ce sera en particulier un bilan nutritionnel, doser l'albumine, la préalbumine, un bilan préopératoire, toujours faire le groupe Rhésus, demander la consultation d'anesthésie, faire un ECG, etc. Faire le bilan des comorbidités. Bon, chez ce patient qui n'avait pas beaucoup d'antécédents, ce sera un peu plus limité. Je profite juste pour apporter une petite précision. Ici, on est dans le cadre d'un cancer du côlon. Ce qu'il faut retenir comme particularité pour un cancer du rectum, comme il y a 2 examens supplémentaires qu'il faudra réaliser absolument. C'est une échographie endoscopique qui permet en fait de juger de l'envahissement de la paroi, dans l'épaisseur de la paroi, et de l'atteinte ganglionnaire. Et le deuxième examen, c'est une IRM rectale qui permet de juger des marges latérales de la tumeur en prévision du geste chirurgical.
La question 5. La tumeur est finalement classée T3N1M0. Que signifient ces informations? Donc pareil, une question qui revient assez souvent. Donc vous avez tous repéré qu'il s'agit du stade TNM de la tumeur. Donc c'est ce qui est le plus important à citer. Ensuite, vous décortiquez les informations. La première lettre, c'est le petit p. Ça signifie qu'il s'agit du TNM fondé sur l'analyse anatomopathologique. Il y a différents stades TNM que vous allez pouvoir utiliser au fur et à mesure où vous progressez dans votre prise en charge diagnostique et thérapeutique. Lors de la première évaluation, qui est surtout clinique, vous pouvez évaluer un stade TNM clinique, un CTNM. Quand vous progressez et que vous avez du matériel anapath, vous pouvez donner le PTNM. Le PTNM, c'est pour Pathological TNM. Donc, une question qui revient souvent, donc j'insiste là-dessus. Quand est-ce qu'on a du matériel anapath? Le plus souvent, bien sûr, c'est après la chirurgie, quand on a enlevé la tumeur. C'est pour ça que par amalgame, on considère souvent que le PTNM, c'est pour post-opératoire TNM. Mais en fait, on peut aussi parler de PTNM sur le matériel des biopsies. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'évaluation du stade TNM d'un point de vue histologique, anatomopathologique. Ensuite, on vous dit que la tumeur est T3. Donc là, le cancer colorectal, c'est quand même un cancer important. Donc je pense qu'il faut que vous ayez au moins une vague idée du TNM. Les stades T, finalement, c'est les stades de progression dans l'épaisseur de la muqueuse, de la sous-muqueuse, des parois du côlon. T1, c'est un envahissement seulement de la sous-muqueuse. Donc T2, il y a une atteinte de la musculeuse. Ici, on est T3, ça veut dire qu'on va encore au-delà de la musculeuse et qu'il y a un envahissement jusqu'à la sous-séreuse. Le stade suivant, ce serait le T4, où vous avez un envahissement de la séreuse. Donc T3, donc, ce qui ne demande pas de connaissances spécifiques, c'est d'avoir compris que le T, il correspond à l'envahissement de la paroi colique. C'est ça qui peut être coté, simplement d'avoir dit que c'est ce qui permet de coter l'envahissement de la paroi. Si vous connaissez le TNM en détail, vous pouvez préciser que ça va ici, ça correspond à une atteinte de la sous-séreuse. Pareil, ensuite, vous savez que c'est une tumeur N1. Là, vous pouvez donner les généralités, c'est-à-dire que le N, ça cote l'atteinte ganglionnaire. Ici, N1, ça veut dire qu'il y avait 4 adénopathies atteintes sur les 12 analysées. Et M0, vous pourrez avoir le point pour dire qu'il n'y avait pas d'atteinte métastatique. Donc même si vous ne connaissez pas le TNM du cancer en détail, est-ce que vous pouvez toujours utiliser cette méthode, essayer d'avoir retenu les grandes lignes. Donc le T, c'est toujours ce qui est lié à la tumeur. Ici, vous pouviez avoir les points juste pour citer que c'était l'envahissement de la paroi. Oui, et doit-on connaître les TNM des cancers? Alors, est-ce qu'il faut les connaître en détail? Je pense qu'il y a certains cancers importants où il faut que vous ayez une idée, quand même, de la classification TNM. C'est en particulier les cancers qui sont à votre programme avec les traitements à connaître, donc le sein, le côlon, la prostate, le poumon et le mélanome. Bon, avec une petite nuance pour le mélanome, dont le TNM est particulièrement difficile à retenir. Par contre, sein, côlon, prostate, même poumon, c'est important que vous les ayez lus et relus et que vous les connaissiez peut-être pas par cœur, mais quand même que vous les maîtrisiez un peu. Pour les autres, je pense que connaître les généralités et savoir dire que le T, c'est l'évaluation de la tumeur, et donc le G pour les ganglions, le N pour les ganglions, et le M pour les métastases, c'est en général suffisant. Et puis si vous avez bien compris l'évolution naturelle du cancer, les complications qui peuvent être liées à la localisation en particulier, en général, vous allez retrouver les éléments importants, même sans connaître le TNM dans les détails. En tout cas, s'il y en a auxquels vous devez porter plus attention, c'est sûr, c'est ceux qui concernent les cancers au programme avec le traitement. La question 6, donc ensuite c'est la question sur la prise en charge thérapeutique qui devra être proposée aux patients. Donc là, là encore une question thérapeutique dont le plan finalement est toujours un petit peu le même. Le premier point, c'est toujours de vous demander si vous êtes dans le cadre d'une prise en charge curative ou palliative. Ça, c'est important dans une prise en charge de cancéro et ça doit apparaître à un moment dans votre réponse. Ensuite,
ce qui peut vous rapporter les points, c'est simplement de citer les différentes armes thérapeutiques, même si vous n'êtes pas sûr qu'elles peuvent être utilisées ou non. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, jamais oublier les mesures associées, les soins de support, la prise en charge des symptômes, également la prise en charge des facteurs de risque, etc. Donc, on commence par donner les petites généralités qui sont valables quel que soit le cancer. On est dans le cadre d'une prise en charge multidisciplinaire qui débute avec une consultation d'annonce. Si on peut, on essaye d'inclure le patient dans un protocole d'essai thérapeutique. On a discuté de son dossier en RCP et on lui a proposé un plan personnalisé de soins. Est-ce qu'on est dans du curatif ou dans du palliatif? Ici, on est dans un traitement curatif. On a cité dans le premier dossier les différentes armes thérapeutiques à votre disposition. On reprend le même plan. Est-ce qu'il y a un traitement chirurgical possible? Oui. Le premier temps, ça va être le traitement chirurgical. Et on a dit, chirurgie, c'est toujours la chirurgie de la tumeur et la chirurgie ganglionnaire. Donc ici, vous détaillez votre réponse. Ce qui est important à dire le plus souvent, finalement, dans le traitement chirurgical, c'est que vous allez réaliser une exérèse qui est dite carcinologique. Ça veut dire que ça commence par un premier temps d'exploration première et que la prise en charge, ensuite, c'est toujours après ligature première des vaisseaux. Si vous voulez détailler un petit peu le type de geste, sur un cancer colique, ça se déduit. C'est-à-dire que là, on vous a dit que c'était une atteinte du sigmoïde. Donc ce qu'on va retirer, c'est le côlon gauche. On fait une colectomie gauche. Ce qui va nous rester à anastomoser, c'est le côlon en amont et le rectum en aval. Donc on fait une anastomose colorectale. Je vous ai dit aussi qu'il ne faut jamais oublier la prise en charge chirurgicale ganglionnaire. Donc à ce geste s'associe un curage ganglionnaire. Et bien sûr, toujours préciser que les pièces d'exérèse seront envoyées en anapathe. Est-ce qu'il y a un traitement complémentaire qui peut être associé? On a dit, le deuxième temps, ça pouvait être de la radiothérapie. La radiothérapie, ce n'est pas valable dans le cancer du côlon. Ce que vous pouvez retenir, c'est d'abord parce que c'est une localisation qui est moins sensible aux rayons. Puis deuxièmement, parce que le côlon, ce ne serait pas un organe facile à irradier du fait de son péristaltisme, qui fait que ce n'est pas un organe fixe. Par contre, vous devez retenir que le rectum, qui lui est une partie du tube digestif qui est bien fixée, bénéficie justement d'un traitement par radiothérapie. La radiothérapie est un traitement du cancer du rectum, mais pas du cancer du côlon. Arme thérapeutique suivante, c'est la chimiothérapie. Est-ce qu'on peut faire un traitement complémentaire par chimiothérapie? Oui. Vous pouvez le proposer. Ici, on voit que c'est quand même une tumeur assez évoluée, T3, N1. Donc on peut proposer un traitement adjuvant avec une chimiothérapie post-opératoire qui va reposer sur du 5-FU. Globalement, c'est pour les tumeurs T3 ou T4 ou qui ont une atteinte ganglionnaire. Il n'y a pas d'hormonothérapie dans le cancer du côlon puisque ce n'est pas un cancer hormonodépendant. Et je ne pense pas ici qu'on vous demande de connaître les thérapies ciblées. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, pas oublier les mesures associées, le reste de la prise en charge, là aussi des choses un peu systématiques. Toujours proposer une prise en charge psychologique, une prise en charge sociale, puisque c'est une maladie qui relève du 100% au titre de la LD30. Proposer la prise en charge nutritionnelle, c'est important puisqu'on vous a dit que ce patient avait perdu du poids. Puis c'est un patient fumeur, donc pas oublier de proposer une aide au sevrage tabagique. Et enfin, on vous a dit... on vous a donné des arguments pour soupçonner un contexte génétique, donc on peut lui proposer un diagnostic génétique qui se fait systématiquement après consentement écrit du patient. Et bien sûr, la suite de la prise en charge, ce sera la surveillance, comme toujours. La question suivante, la question 7, comment organisez-vous cette surveillance, justement? Là aussi, des généralités que vous pouvez toujours citer. La surveillance, elle va être régulière, première chose. Elle s'appuie à la fois sur l'examen clinique et sur des examens complémentaires. Et puis, elle vérifie toujours deux choses. D'une part, l'efficacité du traitement, d'autre part, la tolérance. Donc, ce que vous pouvez préciser d'abord, c'est le rythme. Le rythme de surveillance qui peut être proposé ici, c'est tous les 3 mois pendant 3 ans, puis tous les 6 mois pendant 2 ans. C'est un rythme de surveillance que vous pouvez proposer, en gros, presque, quel que soit le cancer. On a dit une surveillance d'abord clinique. Cliniquement, on va surveiller l'efficacité, c'est-à-dire est-ce que la maladie est contrôlée ou est-ce qu'il y a des récidives. On recherche une récidive locale, le même type de symptômes, douleur, saignement digestif, troubles du transit, et on cherche une récidive à distance, des adénopathies, des localisations métastatiques. Cliniquement, on va aussi surveiller la tolérance du traitement. On va rechercher les complications des traitements
qui ont pu intervenir, en particulier des traitements par chimiothérapie. La surveillance paraclinique, ensuite, quels examens pour la surveillance? On réalise régulièrement un scanner, tous les 6 mois, pendant 2 ans, et puis un scanner par an ensuite, et on espace après 5 ans de surveillance. On réalise une coloscopie à 3 ans, puis tous les 5 ans, là aussi une coloscopie totale. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, c'est là que le marqueur peut nous aider pour la surveillance. On le dose à chaque consultation. Donc une surveillance toujours clinique et paraclinique et toujours pensée à l'efficacité et à la tolérance. L'efficacité, rechercher une récidive, la tolérance, rechercher les complications du traitement. La question 8, on l'a déjà dit, l'histoire familiale fait suspecter une pathologie associée, laquelle? Donc effectivement, on vous a donné différents arguments qui peuvent laisser penser qu'il y a une prédisposition génétique dans cette famille. La pathologie en particulier qu'on suspecte ici, c'est un syndrome de Lynch ou syndrome HNPCC. Pourquoi? Sur quels critères? Parce qu'on a remarqué qu'il y a une association de plusieurs cancers du spectre HNPCC, avec l'existence d'un cancer du côlon et d'un cancer de l'endomètre, ce chez plusieurs apparentés. Votre patient, sa sœur et également son papa, donc on a 3 cas, et avec des cas précoces, puisqu'ici c'est un cas qui est survenu avant 50 ans. Donc les critères diagnostiques du syndrome HNPCC, vous pouvez les citer, c'est ce qu'on appelle les critères d'Amsterdam. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut au moins 3 cas pour soupçonner cette pathologie. Donc 3 cas de cancer, pas forcément colorectal, mais de cancer du spectre HNPCC. Donc on a dit, il y a le côlon, il y a l'endomètre. Sur le plan digestif, il y a aussi l'estomac, le pancréas et les voies biliaires. Sur le plan gynéco, il y a aussi l'ovaire. Et puis, il y a aussi les cancers urologiques, reins et urtères. Ces 3 cas de cancer, ils doivent être survenus sur 2 générations successives. Il faut qu'il y ait eu un cas précoce survenu avant 50 ans. Et il faut que un des autres facteurs de prédisposition au cancer colorectal ait été éliminé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit dans un contexte de polypose adénomateuse familiale. Pourquoi pas une PAF? Donc, pourquoi pas une PAF? C'est ce que j'ai dit, c'est effectivement un des autres diagnostics qui peut favoriser la survenue d'un cancer colorectal. Donc, c'est un diagnostic auquel il fallait penser. Mais ici, c'est ce critère de cancer de l'endomètre qui est particulièrement évocateur du syndrome HNPCC. L'association de plusieurs cancers, donc de ce spectre HNPCC, nous fait pencher vers le syndrome de Lynch. Le cancer de l'endomètre, ce n'est pas associé à la polypose. Je rappelle que la polypose, ce sera plutôt une histoire familiale de polypes digestifs qui soit au niveau du côlon, mais aussi au niveau du duodénum et de l'estomac, avec des polypes qui ont un risque de dégénérer. C'est des polypes qui vont apparaître dès 20 à 25 ans et qui ont une dégénérescence systématique à partir de 40 ans. Par contre, on ne retrouvera pas de cancer des autres organes comme on a dans le syndrome de Lynch. Donc ici, le cancer de l'endomètre nous faisait pencher vers le HNPCC. Je fais juste une petite remarque. Là, on ne vous demandait pas quelles répercussions ça a sur votre prise en charge, mais bien sûr, parce que vous soupçonnez une pathologie génétique, vous allez faire les examens nécessaires pour la confirmer ou l'invalider, puis vous allez adapter la prise en charge. Il faudra également surveiller les apparentés, en particulier les enfants. Et si le diagnostic est confirmé, ils devront bénéficier d'une coloscopie de surveillance tous les 2 ans, à partir de 20 à 25 ans, plus ou moins associée à une surveillance échographique pour les femmes pour le cancer de l'endomètre. Ça, c'est un élément que vous auriez pu citer à la question précédente. La dernière question, la question 9. À quel niveau est-ce que votre patient a le plus de risque de développer des métastases? C'est-à-dire quel est le premier site métastatique en termes de fréquence dans le cancer colique? Ce premier site, c'est le foie. Les localisations secondaires hépatiques sont les plus fréquentes. Voilà donc pour ce dossier, sur le cancer colorectal, qui nous a permis d'aborder, je pense, les points les plus importants de la clinique et de la prise en charge.